Il paraît que dans ma dernière vidéo, la caméra bougeait trop. Et que du coup, c'était un petit peu la nausée. Du coup, j'ai sorti le trépied. Alors, aujourd'hui, vidéo que... Alors, dans mon immense naïveté, vidéo que je ne pensais pas sortir, parce que je pensais m'en être débarrassée. Mais qu'elle est bête. Donc... je me disais, oh bah je peux pas la tourner, j'ai pas d'échantillon frais, je peux pas leur montrer ce que c'est, etc. Les trips, on s'en débarrasse jamais vraiment. Donc, après une sorte de parenthèse enchantée, où pendant un temps vraiment je n'ai plus de problème. Je me suis dit, oh, mais dites donc, j'en suis venue à bout, je peux pas faire ma vidéo. Eh bien si, je peux carrément faire ma vidéo. J'ai à nouveau une repoussée, pardon, j'ai un cil dans l'œil. J'ai à nouveau une bonne relance de ma population de trips. Donc, bah écoutez, surfons sur la vague, allons-y, profitons-en, allons échantillonner, bref, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous expliquer comment ça vit, et éventuellement comment s'en débarrassouiller, hein, parce que c'est jamais du 100%, hein, c'est coriace ces petites bêtes. On y va, c'est parti. Bon, alors qui sont ces fameux trips qui font tant flipper les collectionneurs de plantes? Parce que je pense que quand on est plus dans les plantes d'extérieur, etc., les trips, c'est peut-être pas trop un problème, sauf si on est pépiniériste. Alors là, mon ami Rémi, qui de sa profession cultive des plantes en pépinière, entre autres, pourra peut-être me dire si le trips est un problème pour ces personnes-là. Attention, arrivée de lapin. T'as pas intérêt à faire tomber ma caméra à toi, hein. Il vient de nous faire une accélération façon les 24 heures du Mans. Oui. Parce que les gens ils disent que ça bouge trop, alors il s'agit pas. Donc qui sont ces fameux trips? Alors ce sont des insectes, donc ce sont des hexapodes, c'est-à-dire plan de base des hexapodes, une paire d'antennes, 2 paires d'ailes, 3 paires de pattes et tête, thorax, abdomen. Bon, après avec des pertes secondaires éventuellement, donc là on va pas rentrer dans les détails. Ils font partie de l'infraclasse des néoptères, c'est-à-dire que le développement de leurs ailes est plutôt tardif dans les stades de développement, parce que vous allez voir qu'on passe de l'œuf à la larve au stade préjuvénile, etc. Bon, bref. Donc il y a des mues successives, ça j'y reviendrai. Donc eux ils développent leurs ailes très tardivement, c'est pas un hasard, parce qu'en fait ils s'en servent peu, ce sont des insectes qui ont tendance à se déplacer plutôt sur leurs pattes, plutôt qu'à voler dans l'air, hein, voilà, d'ailleurs je pense pas que vous ayez déjà vu des trips voler. Et pour la bonne raison qu'ils font partie de l'ordre des tisanoptères. Alors, tisanos en grec, ça veut dire frange, peigne, si vous voulez, et ptéros, c'est qui porte des ailes. Donc, ils ont des ailes qui ont des formes de peigne, qui ont des sortes de petites franges, ce qui, pour voler, n'est pas vraiment l'idéal en termes de portance, hein. On n'est pas sur des ailes très efficaces. Donc, je me suis évidemment amusée à récolter précautionneusement des trips sur mes plantes, moi qui croyais que je n'en avais plus, et les observer au microscope. Donc je vous incrusterai des images pendant que je parle, donc je vais me décaler légèrement, comme ça je laisserai les images que j'ai filmées avec mon téléphone sur mon microscope, donc comme ça vous verrez un petit peu ces fameuses ailes en forme de peigne qui font qu'ils appartiennent à l'ordre des tisanoptères. Alors, les trips en fait il y en a plus de 6000 espèces, donc c'est quand même énorme. Il n'y en a pas qu'en intérieur, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, il y en a aussi à l'extérieur, etc. Moi, je vais évidemment m'attarder sur l'espèce, on va dire, la plus commune pour tout ce qui est plantes exotiques d'intérieur, c'est-à-dire Echinoptris, j'espère que je le dis bien, Echinoptris americanus, qui nous vient des États-Unis. Merci la mondialisation. Voilà. Donc je vais m'attarder sur ce cas-là, mais enfin bon, globalement, ce qui marche pour celui-ci marche pour les autres, si ce n'est que il a quand même une taille assez importante par rapport à d'autres trips qu'on trouve en milieu naturel et extérieur, qui est plus endémique des populations européennes, qui sont de plus petite taille. Alors l'Echinoptris americanus, il fait entre 1 et 2 mm de long, ce qui permet quand même aisément de le repérer à l'œil nu, mais quand on le repère, c'est qu'il est déjà au stade adulte, et c'est déjà que probablement c'est la merde. Alors, c'est des Américains, j'allais dire n'importe quoi. Ce sont des insectes de type piqueur, suceur / broyeur.
Donc ils ne se contentent pas de réaliser des petites piqûres avec un rostre qui serait sous leur corps. C'est un rostre mi-broyeur qui leur permet de créer des petites galeries dans les jeunes feuilles notamment. Donc ça se repère assez bien, hein, je vous montrerai après, hein, par transparence, on peut très bien voir qu'ils ont fait leur petite boostify. Donc ils ne font pas juste des petites piqûres comme ça, ils font des petites galeries, comme ça. Alors, bon, problème, donc ils s'attaquent évidemment au tissu tendre, hein, ils vont pas s'attaquer à des feuilles coriaces, ils sont pas bêtes, donc petits boutons floraux, jeunes feuilles, etc. Donc c'est là-dessus que ça va se voir majoritairement, hein, l'infestation, pas sur les vieilles feuilles bien... j'allais dire sclérifiées, mais c'est pas... Oui, enfin si, sclérifiées, avec une grosse cuticule, ils vont s'attaquer au feuillage tendre. Et le problème, c'est que à l'occasion de cette manœuvre nutritive, où ils vont en fait se nourrir des liquides de la plante, et puis des tissus de la plante, ils ont bien besoin de manger, ils vont transmettre éventuellement ce qu'on appelle des viroses, donc des affections sur base virale, notamment avec le tospovirus. C'est lui, je vous le montre. Voilà, donc qui va créer entre autres des nécroses et autres, je vais y revenir. Alors justement, la question de the question, c'est comment repérer la présence de trips, parce que on les voit pas toujours en fait. On voit pas toujours les adultes, enfin si on voit des masses d'adultes, hein, c'est que c'est... C'est pas encore l'heure, je viendrai te chercher. C'est pas encore l'heure. Allez. Interruption d'enfant, je reprends. Oui, parce que dans les épisodes, pardon, je fais une parenthèse, dans les épisodes Les Sinus de Simon, c'est mon petit dernier qui parle du nez, il parle comme un canard, hein, depuis qu'il est né, c'est pas compliqué, eh bien, j'ai bien fait de l'emmener chez le médecin l'autre jour, parce qu'elle m'a prescrit une radio faciale pour voir un petit peu ce qu'il en était de ses végétations. Ça pue l'opération ORL à plein nez. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les végétations, les amygdales et toutes ces petites choses qui enquiquinent le quotidien de bien des enfants, eh bien je peux le faire. Alors comment on détecte la présence des trips? Alors, plusieurs choses. Des décolorations au niveau des feuilles. Mais ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être un excès d'arrosage, ça peut être un sous-arrosage, ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Donc, une décoloration au niveau des feuilles, la feuille fait la gueule. Ça, relativement simple à voir. Bon, autre signe tangible de la présence du toxovirus, justement, c'est les nécroses au niveau des feuilles, c'est-à-dire que les nouvelles feuilles qui vont se développer vont être toutes entortillées, vont pas réussir à sortir, il y a toute une partie qui va être bouffée, je vous montrerai des exemples après. Hein. Donc ça, les nécroses au niveau des nouvelles feuilles, signe indicateur. La présence des fameuses galeries, alors ça se voit très bien par transparence sur les feuilles. Peut-être en fait, je vais vous incruster des images au fur et à mesure. Je vais tourner des images avec mon téléphone et je vous incrusterai tout ça. Hein. Donc on revient, hein. Décoloration des feuilles, mais enfin bon voilà. Surtout nécrose au niveau des feuilles, ça se voit très bien, donc je vous le mets là. Les galeries qu'on voit par transparence, les fameuses galeries des trips, on voit très bien. Et puis, un classique, et ça ne loupe pas, ce sont les déjections des trips, c'est plein de petits points noirs sur les feuilles qui sont déjà dans un état lamentable, et vous allez voir comme ça plein de petites ponctuations noires. Eh bien, ce ne sont pas leurs œufs, c'est pas autre chose que ça, ce sont leurs déjections. Bah oui, ils mangent, ils chient, hein. Bienvenue dans le monde vivant, en fait. Voilà, faut que ça rentre, faut que ça sorte. Donc ça, c'est les déjections des trips. Alors quand vous en arrivez à ce stade-là, bon, ce que probablement il est temps d'agir, ce que je n'ai pas fait, évidemment, parce que quand on a 300 plantes et qu'on a un métier bien chargé, une vie bien chargée, eh bien, ils ont bien le temps de se faire plaisir. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, vous la connaissez, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs stades de développement chez le trips. On en recense environ 5. Donc vous avez l'œuf, la larve, la prépupe, la pupe et l'adulte ailé. Voilà. Et entre chaque stade, se produit, comme chez beaucoup d'arthropodes, enfin chez tous les arthropodes, une mue. C'est-à-dire que comme ils ont un exosquelette rigide, pour grandir, ils sont obligés de s'en débarrasser pour mettre en place un nouvel exosquelette de plus grande taille. Donc ils muent régulièrement, voilà, ils se débarrassent de leur ancien exosquelette. Donc voilà, bon. Et sachez que le cycle de vie d'un trips, en moyenne, hein, évidemment d'une variété à l'autre ça va être différent, c'est une vingtaine de jours. De l'œuf à l'adulte et à la reponte, voilà, il y a une vingtaine de jours qui se passent, donc ça va relativement vite. Alors, généralement, il y a
peu de différence entre les mâles et les femelles. Les femelles sont légèrement plus grandes que les mâles. Et puis bon, alors il semblerait, mais alors moi, sur mes observations microscopiques, je n'ai pas réussi à le déterminer. Alors soit je suis toujours tombée sur les mêmes sexes d'individus, soit je sais pas, j'ai mal fait mon truc, mais c'est pas très visible et je n'arrive pas à trouver de documentation qui permette de vraiment le montrer, mais les mâles auraient des ornementations à l'arrière de l'abdomen, de type cerque, etc. Tandis que les femelles ont ce qu'on appelle une tarière de ponte, donc c'est une sorte d'excroissance comme dans un tube qui leur permet de pondre leurs œufs et de les pondre à l'endroit où elles veulent de façon précise, soit dans les tissus végétaux, soit à la surface des tissus végétaux. Bref, je n'ai pas réussi à l'observer moi-même. Bon alors quand même, on va essayer de nuancer, parce qu'on va essayer de leur trouver un avantage à ces trips, même s'ils nous foutent en l'air nos collections. Les trips sont recensés comme des pollinisateurs dans la nature, malgré leur petite taille. Alors, ils sont extrêmement spécifiques, hein. Il y a certaines espèces de plantes, alors le tétrabitch australien, qui est une sorte de hêtre, bon, laissez tomber, bon, voilà, son unique pollinisateur est une espèce très précise de trips. Sans lui, il y a plus de pollinisation de cette espèce, et donc plus de cette espèce. Donc, ils ont un rôle quand même à jouer. Alors, ils sont extrêmement petits, donc ils transportent très peu de pollen, mais cela étant, on en retrouve des traces dès le Crétacé. On a retrouvé des trips emprisonnés dans l'ambre, donc datant du Crétacé, donc 60 millions d'années, dans ces eaux-là, hein, avec des grains de pollen sur eux, donc c'est bien la preuve que ça fait longtemps qu'ils pollinisent les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Et puis, oui, voilà, détail historique, Darwin, déjà à l'époque, donc ça remonte un tout petit peu, hein, Darwin quand même, avait fait des expériences sur la pollinisation. Quelle expérience n'a-t-il pas mené, ce monsieur? Et avait constaté que les trips étaient très pénibles parce que, en fait, ils créaient des hybridations dans ces expériences parce qu'ils étaient tellement petits qu'ils pouvaient passer à travers les capuchons de gaz qu'ils mettaient. Enfin, à l'époque, on faisait ça, hein, pour éviter les pollutions extérieures dans les expériences de pollinisation. On entourait les fleurs avec une petite gaze stérile, vous voyez, petit tissu très fin. Et ben, les trips étaient si petits qu'ils arrivaient à passer dans les mailles de la gaze et à faire foirer les expériences de pollinisation en transportant des petits grains de pollen et en générant des hybridations. Donc déjà, Darwin s'en était plein à l'époque. Donc pour vous dire, voilà, on perpétue la tradition darwinesque en se plaignant des trips, pour d'autres raisons, mais quand même. Non, je tenais à le dire, quoi. Un peu d'histoire des sciences, ça fait jamais de mal. Bon, alors, si on revient sur Echinoptris americanus, qui est celui qui nous intéresse ici, alors, ses caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'il est extrêmement foncé, donc voilà, vous allez les repérer assez facilement, hein, ces trips-là, ils sont pas marrons, etc., ils sont très 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 foncés, ils sont bruns, presque noirs, donc je vous ai déjà parlé de leur taille, et puis ils ont, semblerait-il, mais alors vraiment moi avec mon microscope qui est assez pourri, j'ai pas réussi à le voir, de petites taches blanches à la base des ailes. Voilà pour leurs caractéristiques à eux. Enfin bon, tous ont à peu près la même tronche, hein, dans l'ensemble. Alors, la question qui se pose, c'est comment s'en débarrasser au bout d'un moment. Alors, il y a eu des options de lutte biologique. Évidemment que dans la nature, ces animaux ont des prédateurs naturels. Le problème auquel on a affaire, nous, collectionneurs, en zone européenne, c'est qu'on a affaire à un trips qui n'est pas de chez nous, qui est d'une taille quand même relativement balèze par rapport à nos trips de base, qui sont dans nos jardins. Et donc les prédateurs naturels et la lutte biologique peinent à lutter contre. Alors on vous propose souvent les acariens prédateurs pour s'attaquer aux trips. Alors oui, mais ça va s'attaquer au premier stade en fait du trips, au stade précoce, parce que très vite les larves des trips vont devenir bien trop grosses pour les acariens prédateurs en question, et le trips, ce petit fourbe, a tendance à se loger dans les feuilles basses de la plante, feuilles qui sont peu accessibles aux acariens prédateurs qui ont tendance à plutôt se loger en hauteur. Donc problème, en fait très vite ça marche plus, quoi, si vous voulez. Donc l'acarien prédateur, c'est très bien sur les tout premiers stades des premiers œufs, mais encore faut-il qu'il les détecte dans les feuilles basses. Et puis dès lors que l'œuf s'est développé et qu'on est face à des larves, des prépupes et compagnie, là c'est trop balèze pour lui, il ne va pas arriver à les dégommer. Alors il y a une option qui consiste à utiliser deux prédateurs en synergie, on va dire. Donc la synergie possible, ça va être de prendre des acariens prédateurs pour tout ce qui est stade œuf, voilà,
Et si jamais certains œufs lui échappent, passer à Orius, qui est une variété de punaise qui, elle, est capable d'aller buter jusqu'aux adultes. Donc, en fait, il faut faire des combinaisons voilà, de prédateurs. Bon, bah très vite, ça devient... Enfin, pourquoi pas, hein, si on est motivé et courageux et puis qu'on a du budget à dépenser, parce que c'est quand même pas donné, hein, les sachets de prédateurs et les livraisons de larves, etc. de prédateurs. Bon, mais si on est motivé, en faisant cette synergie des deux, on peut réussir à s'en sortir. Bon, après, malheureusement, je suis désolée de vous dire que, notamment en cas d'infestation avancée, la lutte la plus efficace est la lutte chimique. C'est moche, mais c'est comme ça. Donc là, si vous n'avez pas envie de cohabiter avec les trips, si vous n'avez pas envie de faire confiance à Dame Nature, avec sa couronne de fleurs et tout le tintouin, ce que je peux comprendre, et que vous avez envie de sauver votre collection, ne faites pas comme moi, ne les laissez pas vivre. Bref, bon, donc il va falloir recourir aux moyens de lutte chimique. Alors il existe tout un tas de produits sur le marché, certains plus toxiques que d'autres, donc alors, attention, hein, renseignez-vous quand même un tout petit peu. Bon, il se trouve que moi, je fais pas ça. Enfin, c'est-à-dire, moi je les dégomme à coups d'alcool, c'est comme avec les cochenilles. Pulvérose d'alcool, et puis bah j'y reviens plusieurs fois en fait. J'y reviens plusieurs fois, et puis si vraiment l'infestation est inendiguable, et bah rip la plante, quoi, j'ai envie de vous dire. Bon. Mais si vous voulez avoir recours à des moyens chimiques, très bien. Quelques précautions à prendre quand même. Souvent, donc je vous ai dit, c'est les jeunes feuilles, c'est les jeunes tissus tendres, donc le haut de la plante, le bout des lianes qui va être atteint. Donc il va falloir non seulement traiter ces zones d'infestation, évidemment, mais il va pas falloir hésiter à remonter jusqu'à la base de la plante, parce que je vous rappelle que les trips pondent leurs œufs majoritairement dans les feuilles basses, à la base de la plante. Alors ils vont pas sur le réseau racinaire, mais ils vont vraiment à la base, et ça ne se voit pas. Les zones les plus affectées avec des nécroses, etc. sont les zones hautes, donc on a tendance à pulvériser plutôt en hauteur et à pas penser à aller jusqu'à la base. Donc il faut vraiment tout traiter. Deuxième chose, il va falloir revenir régulièrement, puisque je vous rappelle qu'un cycle de ponte, c'est 20 jours. D'accord? Donc forcément, s'il y a des œufs qui vous ont échappé, s'il y a des larves qui vous ont échappé, il va falloir revenir avec une certaine cyclicité. C'est pas en one shot, vous pouvez pas y arriver en une fois. Il va falloir y revenir régulièrement. Moi, quand je fais des pulvérisations d'alcool, j'y reviens régulièrement. Alors pas tous les jours. Je sais qu'il y en a qui recommandent d'y aller tous les jours. Non, j'ai pas envie de cramer mes plantes non plus, mais je fais un bon coup une fois, et puis allez, 2 semaines plus tard, blam, je remets un coup. Ça, c'est si je suis motivée et disciplinée, ce qui est vraiment pas ma caractéristique première. Oh bon! Et puis, alors, dans l'idéal, surtout si vous utilisez des insecticides systémiques ou quoi, pour éviter les résistances, l'idéal, ce serait que quand vous changez, donc au bout d'une période de 20 jours, quand vous allez remettre une dose d'insecticide, eh bien que vous changiez de molécule. Et ça permet d'éviter le développement de résistance aux produits que vous utilisez. C'est comme les antibiotiques, hein, voilà, donc à force de prendre des antibiotiques et puis que ça marche pas à 100%, on devient résistant. C'est pareil avec les insectes. J'en ai déjà parlé avec les punaises de lit, j'en ai déjà parlé, je crois, avec les cochenilles. Bon bref, donc dans l'idéal, si vraiment vous êtes au tout chimique, changez de molécule à chaque traitement. Donc tous les 20 jours, vous changez de traitement. C'est très galère, on est d'accord. Et puis il semblerait que l'activité des trips, la sortie de ces petites bestioles, soit maximale tôt le matin ou en fin d'après-midi. C'est leur moment de hype. Donc ils sont sur le dance floor à ces moments-là, ils sortent, on les voit, ils se baladent et c'est là qu'il faut attaquer. En tout cas, il paraît que ça optimise, enfin dans les serres, etc. C'est à ces moments-là qu'ils font les traitements parce que ça optimise le pouvoir d'éradication des produits utilisés. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que je savais, en tout cas sur les trips. Ces charmantes bestioles. Mais non, mais moi, je leur en veux pas en soi. Bon, alors en vrai, moi, j'ai tout le temps des trips. C'est arrivé assez tardivement hein, dans ma collection, mais enfin, j'ai fini par en avoir. Depuis, j'en ai toujours un peu. Et puis, à l'occasion, c'est-à-dire, je réduis. En fait, ce que je fais, c'est que je n'éradique pas. Je réduis la population. Et puis, il y a une sorte d'équilibre qui se crée entre mes plantes et les fameuses bestioles. L'air de rien, tout ce petit monde survit.
je me dis, écoutez... encore une fois, ça peut jamais être du 100%, on est sur du vivant. On est sur du vivant, donc c'est pas du 100%, donc il faut s'accommoder aussi de tout ce qui vient avec le vivant, c'est-à-dire les commensaux, les parasites, etc. Bon, après, si c'est destructeur, évidemment, je comprends bien. Enfin là, ça reste des plantes d'ornement, c'est pas mon fonds de commerce, donc écoute, on fait avec. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Peut-être pas tant, mais bon, quand même. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah mettez trips en commentaire, évidemment. Mettez trips en commentaire, là ça tombe sous le sens. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Je vous fais des bisous!